Salut tout le monde, c'est Sam Redchoose et vous regardez la vidéo des prédictions pour WWE Money in the Bank qui aura lieu donc ce dimanche soir à Las Vegas dans la T-Mobile Arena. Donc le 19 juin, je vous ai déjà expliqué que je ne regarderai pas le show, mais je fais quand même ma vidéo de prédiction. Parce que voilà, j'ai quand même suivi le catch et l'un n'empêche pas l'autre, donc voilà. Mais quoi d'autre, je risque peut-être de couper la vidéo parce que il est 8h30, 20h30 et donc enfin de couper l'image quoi, parce que c'est possible qu'avec le jour qui tombe on ne voit plus rien et vu que j'ai pas de quoi m'éclairer correctement mais que j'ai le temps de faire la vidéo, je préfère la faire maintenant quand même. Je vais pas m'éterniser et je vais attaquer directement avec les prédictions pour Money in the Bank. Et pour tout vous dire, ça me fait quand même un peu mal au cul de rater le show. Bon, je vais pas m'en plaindre. Je vais voir des groupes que j'ai l'envie de voir depuis des années, des milliers d'années. Donc je vais pas me plaindre non plus. Mais cette carte, malgré le fait qu'il manquerait peut-être encore un match. Pour l'instant, on en a 8 de prévus, dont 2 en pré-show. Cette carte me donne quand même plutôt pas mal envie. Il y a un match qui manque, je vais en parler tout de suite, puisqu'il s'agit du match pour le titre intercontinental, qui n'aura pas lieu, tout simplement parce que le Miz est en tournage. Et ça me fout un peu les boules, même si c'est un film produit par les studios de la WWE. Que le Miz n'ait pas cédé son titre ou n'ait pas trouvé moyen de le perdre juste avant pendant son tournage, quitte à le regagner juste derrière. Je trouve ça dommage de le prendre en otage comme Brock Lesnar l'a fait il y a quelques temps. Bref, c'est une petite parenthèse. Je vais attaquer donc avec les prédictions et on va commencer avec les 2 matchs de pré-show qui ont été annoncés. Dolph Ziggler contre Baron Corbin. Alors je pensais qu'il y aurait une stipulation qui va être peut-être ajouté, ce serait quand même pas mal intéressant parce que là pour l'instant on a juste un match simple. Donc c'est la énième fois que les catcheurs s'affrontent depuis le lendemain de WrestleMania. Il y a eu des hauts et des bas, on a eu un technical wrestling match qui n'a pas eu lieu parce qu'au final Dolph Ziggler a mis un gros coup de pied dans les couilles à Baron Corbin. C'était une simple vengeance de ce qui s'était passé à Extreme Rules. Donc en soi ça se tient, mais je trouvais ça un peu dommage de nous faire de la pub pour 2 secondes de match et un coup de pied dans les burnes. Bref, les choses vont enfin être mises à plat pour de bon parce que c'est la dernière confrontation entre les 2 bonhommes. Et j'espère que ce sera Baron Corbin qui gagne parce que ça ne peut être, comme je l'avais déjà dit, qu'un tremplin pour lui que de gagner face à une star comme Dolph Ziggler. Et Dolph Ziggler n'a pas vraiment besoin de cette victoire contre Baron Corbin, il est déjà suffisamment populaire et puis ça ne l'empêchera pas de revenir par exemple pour le titre intercontinental quand le Miz reviendra. Et ce serait bien que Baron Corbin, maintenant qu'il ait pris ses marques, même si c'est vrai que la rivalité est restée au 2e voire au 3e plan, qu'il se mette un peu plus en avant. Par exemple face aux champions des États-Unis ou quelque chose comme ça. Donc je parierais plus sur une victoire de Baron Corbin et j'espère que ce match va être plus intéressant que ce qu'on nous a offert récemment avec ces 2 hommes-là. Donc voilà, mais je partirai plus sur une victoire de Baron Corbin. Le 2e match, c'est Apollo Crews contre Sheamus. Il était temps pour Apollo Crews d'avoir un match en pay-per-view face à une vraie superstar. Ça va nous permettre vraiment de faire le tour de son personnage. Je pense pas que le match durera des années non plus. Ça va durer 10 minutes maximum. Reste à savoir si cette rivalité est amenée à durer. Dans ce cas-là, ce sera une victoire de Sheamus, je pense. Dans le but, comme pour Dolph Ziggler et Baron Corbin, de le faire grimper un peu. Faut aussi s'attendre que si Apollo Crews gagne, alors c'est une bonne chose pour sa cote de popularité, mais ça descendra Sheamus à un rang très très bas. Faut quand même se rappeler qu'il y a quelques mois, il était encore champion de WWE poids lourd Sheamus. Donc voilà. Est-ce qu'une victoire de Sheamus ne serait pas plus apte, genre en disqualification, en décompte à l'extérieur? Alors ce serait pas ce qu'il y aurait de mieux pour un pré-show pour vraiment démarrer le show. Donc voilà, chacun se fait sa propre opinion. Moi, pour tout vous dire, c'est un petit peu compliqué, mais je pense que ce serait pas plus mal que ça continue sur une rivalité, même si c'est vrai que ça a démarré de manière un petit peu arbitraire entre Apollo Crews et Sheamus. Donc voilà, ça ferait quand même 2 victoires heel pour démarrer un show, c'est pas ce qui aurait de plus intéressant. Ce serait en même temps une victoire d'Apollo Crews n'empêcherait pas Sheamus de le rattaquer juste après ou que ça continue à Raw avec quelque chose d'un peu plus construit, parce que c'est pareil, c'est une rivalité qui est vraiment au 2e voire 3e plan. On a eu un petit passage le lendemain de Payback, d'Extreme Rules, et puis ça arrive un petit peu
peu avec Raw et SmackDown de la semaine dernière, mais c'est tout. Moi, je pense que ce serait pas mal qu'Apollo Crews gagne ce match et que cette rivalité continue. C'est ce qui serait le mieux pour le bien-être des deux catcheurs. Et je vais enchaîner direct avec ce qu'on va nous proposer pendant le show. Et on va commencer. Donc on a 3 gros matchs qui sont prévus. Je vais commencer avec le match pour le titre des États-Unis avec Rusev contre Titus O'Neil. Donc c'est le grand retour de Titus O'Neil pour le titre des États-Unis. Donc pourquoi pas? Est-ce qu'il va gagner tout de suite? Ce serait pas vraiment mérité. Alors le niveau de catch de Titus O'Neil est pas excellent. Il est marrant au micro, mais c'est pas ça qui va l'aider. Et puis Rusev restera quand même un des champions des États-Unis qu'on a eu des plus convaincants de ces dernières années. Il a eu le titre face à Kalisto il y a pas très longtemps, et je pense qu'il a encore du temps en règne. Quitte à ce que cette rivalité continue, parce que là c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de construction. Il y a quand même un titre à la clé, donc je pense qu'il y a matière à faire quelque chose de plus concis, de plus construit, un peu, voilà, de rajouter du volume à cette rivalité, parce que en soi ce que défend Titus O'Neil, ça se tient en termes rivalité, catch, phrase, tout ça. Et c'est Rusev aussi par contre qui a souvent le plus souvent le dernier mot ces derniers temps. C'est lui qui a eu le dernier mot à Raw hier soir. Enfin, il a eu le dernier mot. Titus O'Neil attaquait son match et Rusev l'a attaqué par derrière, et ça s'est arrêté là. Ce serait bien aussi que Titus O'Neil justement montre ce dont il est capable et pas juste un gros coup de pied, sa prise de finition, qu'on ait quelque chose de pas mal. J'ai peur que ce match soit trop lent. C'est un style de catch qui est pas vraiment compatible entre celui de Rusev et celui de Titus O'Neil. Je partirais plus sur une victoire de Rusev quand même, parce que le titre de champion des États-Unis pour l'instant lui va mieux à lui qu'à Titus O'Neil maintenant, avec ce que la rivalité a été, comment elle a été montée, si vous voulez. Donc Rusev, rétention du titre pour moi. Charlotte en équipe avec Dana Brooke qui va affronter Natalya et Becky Lynch. Alors je trouve débile de ne pas défendre le titre des femmes. Je trouve encore plus débile d'en faire un match par équipe, parce que je ne vois pas où ça peut mener. Les éléments qu'on a en face de nous pour justifier ce match-là, pour l'instant, c'est juste l'amitié naissante entre Natalya et Becky Lynch, et c'est tout. C'est histoire de revoir Becky Lynch derrière. Dana Brooke, elle a fait une connerie à Rose qui a permis à Paige de gagner face à Charlotte. Du coup, Paige pourrait presque s'inscrire dans ce match-là. C'est vrai qu'elle manque un peu à cette division Diva. Il y en a une de grande oubliée depuis WrestleMania, c'est Sasha Banks aussi. Donc pourquoi pas, voilà, pourquoi pas, je sais, oui, j'en sais rien. Moi, j'aimerais bien, évidemment, pour redonner une justification à cette course au titre, que ce soit Natalya et Becky Lynch qui gagnent face à Charlotte et Dana Brooke, ce qui permettrait en même temps à Dana Brooke et à Charlotte de continuer à s'engueuler un petit peu. Enfin, c'est surtout Charlotte qui l'engueule. Après, c'est aussi amené à continuer parce qu'elle s'est débarrassée de Ric Flair. C'est pas pour se débarrasser de Dana Brooke un mois plus tard. Ce serait idiot. Donc ça penche un peu des deux côtés. Mais je vois pas qui pourrait arriver derrière, ou peut-être une intervention de Ric Flair, ça pourrait être intéressant. Pour flinguer le match, ça pourrait être aussi cool. Ça permettrait à Charlotte et à Dana Brooke de s'engueuler, à Natalya et Becky Lynch de gagner derrière aussi, de continuer leur course au titre. Donc il y a plein de solutions possibles. Mais j'ai déjà pas forcément envie de voir ce match-là. Il m'intéresse pas trop. Dana Brooke, je sais pas trop ce qu'elle vaut sur le ring. De ce que j'en entends, elle a pas l'air d'être si bonne que ça. Et bon, voilà, vu que j'ai pas préparé la vidéo, je peux pas vous donner de prédiction tout de suite. Donc ça va mériter une petite réflexion. On va partir sur une victoire de Charlotte et de Dana Brooke, parce que c'est logique. Même si Natalya et Becky Lynch, elles ont jamais vraiment fait de match toutes les deux ensemble. Mais ça peut être amené à continuer. C'est comme pour tout le reste. Natalya, ça fait déjà 2 mois qu'elle est sur le titre. Becky Lynch, elle en est jamais vraiment partie parce qu'elle sera toujours en rivalité avec Charlotte. Donc je vois pas pourquoi ce match changerait vraiment la donne par rapport à ça. C'est un match un petit peu tache noire dans la longueur de cette feud entre Charlotte et Natalya et Becky Lynch. Donc je vois
pas vraiment l'idée que ça, je vois pas vraiment pourquoi ça changerait tout le reste. Ce match n'a pas vraiment de sens. Je veux dire, il n'y a pas de but à la clé. Donc je partirais plus sur une victoire de Charlotte et de Dana Brooke. On va enchaîner avec le match Fatal 4-Way pour le titre par équipe. Donc c'est les New Day qui affronteront Karl Anderson et le Gallows, qui affronteront Enzo Amore et Big Cass, qui affronteront les Vaudevillains. Donc si ma mémoire ne me joue pas de tour, les Vaudevillains ont perdu leur match à Extreme Rules. Enzo est de retour, donc c'est logique de le mettre dans la course au titre. Les New Day sont en train de gentiment glisser en popularité. Est-ce qu'on va avoir un changement de titre? Ce serait pas plus mal. Maintenant, reste à savoir qui. Karl Anderson et Luke Gallows, je serais pas trop pour en fait, parce qu'ils ont encore tout leur travail avec AJ Styles. Ils ont encore besoin de s'affirmer. C'est une équipe heel. Même si les gens les aiment plutôt pas mal, c'est pas ce qui rendrait le plus de pop. L'idéal, ce serait vraiment qu'Enzo Amore et Big Cass gagnent derrière. Les Vaudevillains, je les vois pas non plus gagner. Même si c'est vrai que ils ont du niveau sur le ring, leur gimmick, vous êtes client, vous êtes pas client, il tient la route quand même. Pour vraiment, voilà, si c'est les New Day qui doivent perdre le titre, il faut vraiment que ce soit au profit d'Enzo Amore et de Big Cass. Donc pourquoi pas. C'est vrai, malgré tout, même si j'ai déjà dit que les New Day ils ont fait leur temps en tant que champions des champions par équipe, ce serait pas mal que le titre change de main. Si ça change de main, Enzo et Big Cass, quoi, je veux dire, ce serait assez logique. Donc je pense que je vais partir là-dessus, sans trop vraiment de conviction. J'ai un peu de mal à me décider. Après, on peut aussi avoir une surprise, hein. Ça peut aussi bien être Karl Anderson et Luke Gallows, pour les justifier en tant que The Club et redonner un petit peu de peps à ça. Par contre, j'ai peur que voilà, dans l'autre de ces équipes-là, il y en aura forcément au moins 2 des 4 qui vont passer à la trappe et dont on va plus beaucoup entendre parler. Je sais plus pourquoi d'ailleurs les Dudley Boys ont arrêté leur plan, ou c'est peut-être justement pour laisser Enzo et Big Cass rentrer là-dedans. Peut-être que ça va revenir. Bon, ça m'étonnerait. Il y a toujours un bout de rivalité, surtout entre les Vaudevillains et Enzo et Cass, à cause de la blessure d'Enzo Amore. Donc à vous de choisir, à vous de voir. Moi, je partirais plus sur une victoire d'Enzo et Cass. Ce serait intéressant. Ils l'ont mérité, ils ont du pop, même s'ils gardent pas le titre bien longtemps, voire qu'ils leur perdent le lendemain, j'en sais rien. Il peut se passer plein de choses. Moi, je partirais plus sur une victoire d'Enzo et Cass. Ok, on enchaîne. AJ Styles contre John Cena. Alors bon, il y a beaucoup de pubs par rapport à ça, disant que c'est un match digne de WrestleMania. Je trouve cette rivalité super intéressante. J'ai un tout petit peu de mal avec AJ Styles en heel. Je trouve ça dommage de l'avoir fait faire un heel turn qui est plus ou moins confirmé face à John Cena, comme on pourrait dire. Parce qu'AJ Styles aujourd'hui, malgré le niveau qu'il a, enfin à cause du niveau qu'il a, même le fait qu'il soit heel, il aura toujours une horde de fans qui sera derrière lui. Ce que je peux comprendre, et d'ailleurs ce sera aussi mon cas. Face à John Cena, ça va être encore plus le cas parce que John Cena il est testé de tous les côtés. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, vous le savez déjà. Ce match peut être très intéressant. C'est aussi fort possible qu'il y ait un deuxième épisode à Battleground, si c'est le prochain pay-per-view, et puis à SummerSlam pour voilà, c'est Battleground le prochain pay-per-view, et à SummerSlam pour un dernier match avec des stipulations ajoutées. Moi, je pense que ce serait vraiment pas mal de faire ça comme ça, parce que j'ai peur que John Cena, entre guillemets, enterre AJ Styles. Faut savoir que John Cena a enterré. Alors, je vais expliquer le terme enterré parce que c'est pas forcément facile pour tout le monde. C'est un terme qui a été beaucoup employé sur Facebook, sur les commentaires, parce que John Cena, quand il bat une superstar qui arrive et qui a besoin de se faire un nom, si John Cena gagne derrière, ça décrédibilise la superstar arrivante. Je sais pas si ça sera forcément le cas des AJ Styles, mais ça peut être le cas. Ça a été le cas avec Rusev, ça a été le cas avec Bray Wyatt à WrestleMania, et donc voilà, ça peut arriver aussi avec AJ Styles, ce qui serait vraiment dommage. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? AJ Styles a signé un contrat aussi lundi à Raw, disant qu'il serait là sans le club. Ça n'empêchera pas le club de se pointer pour filer un coup de main à AJ Styles pour sa victoire, suivant de quand le match est par rapport au match par équipe. Il y a vraiment de quoi réfléchir. John Cena est de retour, mais il n'a pas forcément besoin de victoire pour confirmer son retour.
Moi, je trouve que ce serait pas mal d'avoir une victoire d'AJ Styles face à John Cena. J'espère qu'on va avoir un match bien porté. On sait que des catcheurs ont l'habitude de porter un peu les matchs sur leurs épaules, les deux. J'ai peur que ce soit AJ Styles qui fasse vraiment tout le match, et ce serait pas mal que ce soit lui qui gagne juste après. Euh, D'un autre côté, connaissant la WWE, il serait bien capable de faire gagner John Cena et que la rivalité s'arrête là, ce qui serait vraiment dommage. Moi, je pense que cette feud doit continuer, elle est super. Les 2-3 phrases que se sont envoyées dans la gueule John Cena et Jay Styles sont vraiment géniales. Il y a de la grosse construction derrière, on sent qu'il y a de l'expérience. À eux deux, ils ont 30 ans d'expérience de catch, c'est vous dire quoi. Et presque 40 titres à leur actif, donc c'est quand même conséquent. donc voilà, j'aimerais vraiment qu'AJ Styles gagne ce match-là. Est-ce que ça va arriver? C'est là la vraie question en fait. Est-ce que la WWE va vraiment suivre ce que veulent les fans, parce qu'elle a été capable de leur faire 2-3 coups de pute. Peut-être une victoire d'AJ Styles en trichant, ce qui serait vraiment intéressant pour développer après ça, avoir un match en steel cage ou un match sans disqualification, ou je sais pas, ça peut se développer de tous les côtés. Une victoire d'AJ Styles en disqualification, pas par disqualification, mais ou quelque chose comme ça. Une victoire de John Cena par disqualification d'AJ Styles ou quelque chose comme ça. Je vois quand même le club arriver et foutre la merde, malgré le fait que AJ Styles ait décidé de s'en débarrasser, entre guillemets. Je pense qu'AJ Styles sortira vainqueur de ce match-là, ou alors c'est John Cena qui gagnera par disqualification. Mais en tout cas, le club devrait avoir un rôle à jouer dans ce match-là. Il a pas décidé de s'en séparer pour finalement se remettre avec, pour s'en reséparer juste derrière, ça a pas vraiment de sens. Donc voilà, c'est difficile à dire. C'est soit une victoire d'AJ Styles, soit en trichant ou quelque chose comme ça, ou par distraction, ou alors John Cena qui gagne mais par disqualification en se faisant attaquer par The Club ou quelque chose comme ça. Il nous reste le match Money in the Bank avec Kevin Owens, Cesaro, Sami Zayn, Chris Jericho, Dean Ambrose et Alberto Del Rio. Et ben on va pas changer une équipe qui gagne, enfin une méthode qui fonctionne bien pour moi. On va faire avec le classement que je fais habituellement au niveau de mes prédictions possibles. Prédictions possibles, ça s'appelle un pléonasme, Samuel, bravo. Donc on a 6 catcheurs, ce que je trouve relativement peu. En général ils sont 8 ou 9. Mais je vais quand même faire mon classement des vainqueurs potentiels. En bas, je mets Alberto Del Rio, parce qu'il a déjà gagné le Money in the Bank. C'est celui qui a un peu le moins fait de promo pour dire qu'il allait gagner. Il pourrait avoir d'autres chats à fouetter que ça. Je le vois pas revenir dans la course au titre actuellement, avec Seth Rollins et Roman Reigns qui gravitent autour du titre pour l'instant. Donc voilà. Sami Zayn et Kevin Owens en 5ème et 4ème, parce que eux ils ont une rivalité qui ne finira jamais. C'est encore trop tôt pour Sami Zayn d'avoir le titre Money in the Bank. Il faut savoir que vous le savez déjà que la valise Money in the Bank, c'est un championnat du monde assuré derrière. Sami Zayn, si la WWE fait les choses correctement, elle lui donnera du temps, qui passe d'abord genre champion intercontinental ou des États-Unis, comme pour Kevin Owens, et après éventuellement grimper les échelons pour devenir champion du monde poids lourd si ça arrive un jour. Kevin Owens, c'est la même chose. Je pense que tant que Sami Zayn sera au bas de l'échelle, enfin peu importe où sera Sami Zayn, Kevin Owens risque d'être dans le secteur. Il n'a pas encore eu de match pour le titre WWE poids lourd. Je pense que ça arrivera, mais c'est pas encore vraiment le moment. Cesaro en 3ème. Lui, il a déjà de l'expérience. Ce serait vraiment pas mal de l'avoir. Ça serait une vraie surprise aussi de l'avoir en tant que champion. Une bonne surprise, bien sûr. Il en a la carrure. Il a encore un peu de difficulté au micro. Faut qu'il s'exprime un peu plus, je trouve. Mais le connaissant, il en serait tout à fait capable. De plus, faut aussi prendre en compte la manière dont les catcheurs ont mis en avant leur promotion pour dire qu'ils allaient gagner. Cesaro a fait partie des mecs qui allaient décrocher la mallette pendant les matchs à Raw et à SmackDown qui ont précédé Money in the Bank. Et de même que Chris Jericho, que je mets en 2ème. Alors Chris Jericho, c'est plus une envie qu'autre chose, parce que j'aimerais bien, malgré son âge avancé, que Chris Jericho ait encore un titre. Il en a toujours eu la carrure. Mais c'est juste que la WWE ne lui laisse pas vraiment le temps. Après, c'est vrai que les tournées qu'il fait avec Fozzy, qu'ils font arriver au catch de manière intermittente, ça aide pas.
Mais ce serait bien qu'il ait encore un petit règne. Ça veut pas dire que ce serait logique, mais ce serait presque. Enfin, ça peut pas dire que ce serait mérité parce que c'est le cas, ça l'est vraiment. Mais je pense que ce serait vraiment pas mal que ça arrive, quoi. Ça pourrait être cool d'avoir un Chris Jericho contre Seth Rollins ou contre Roman Reigns avec quelque chose de bien péchu derrière. Donc pourquoi pas. Et donc si vous avez compris, en premier je mets Dean Ambrose. Il nous a fait une promo dans son talk show avec Seth Rollins et Roman Reigns à Raw hier soir qui était génial. Il a interviewé les deux gars en leur disant que ça pouvait possiblement être l'un, que ça pouvait possiblement être l'autre, mais que ça pouvait aussi être lui, qu'il aille décrocher la mallette le soir et que plus tard dans la soirée, ils reviennent pour encaisser la mallette. Même si je le vois en tant que gagnant, je le vois pas le faire maintenant. Faut savoir que c'est facteur de heel turn. Après, ça dépend contre qui il le fait. Mettons que ce soit Seth Rollins qui gagne face à Roman Reigns et Dean Ambrose qui arrive juste derrière. Là, ça pourrait être vraiment cool. Parce qu'en soi, ça. Enfin, je sais pas en soi, ça peut être vraiment cool. C'est tout. Ça s'arrête là. Donc, faut savoir aussi que bien sûr, ça peut. Comment le gagnant, ça peut, suivant le résultat prévu pour Roman Reigns contre Seth Rollins, le vainqueur du Money in the Bank, ça peut changer. C'est logique. Je sais pas trop où je vais dans ma phrase là. Plus Dean Ambrose, voilà, tout simplement, parce que c'est celui qui a le plus d'expérience. C'est le fait d'avoir le trio du Shield vraiment au sommet de la montagne pour se battre pour le titre WWE poids lourd, c'est ce qui me semble le mieux actuellement. Je vois aucun des 5 autres catcheurs arriver dans ce duo de tête et pour en faire un trio et pour que ça explose autant qu'avec Dean Ambrose en fait, c'est pour ça. Donc j'en ai terminé avec celui-là, il me reste plus que le main event, Roman Reigns contre Seth Rollins pour le titre WWE poids lourd. Donc Seth Rollins est arrivé le soir d'Extreme Rules. Après le match de Roman Reigns face à AJ Styles, il a attaqué Roman Reigns et réclame aujourd'hui son titre qu'il n'a jamais perdu parce qu'il s'est blessé en octobre, vous connaissez l'histoire. Est-ce que Seth Rollins va gagner ? Bizarrement, le scénario que je vous ai expliqué avec Dean Ambrose qui arrive en fin de soirée, ça pourrait être super intéressant. Est-ce que ça va se produire ? C'est possible, mais il faut quand même envisager d'autres possibilités. Je pense que Roman Reigns a assez fait de conneries en tant que champion WWE poids lourd. Il serait temps que Seth Rollins regagne le titre, si possible de manière propre. Est-ce qu'on va avoir une intervention de Stephanie McMahon, de Triple H ou quoi ? Ça peut aussi arriver. Moi, je vois plus Seth Rollins repartir avec le titre et je pense que ce serait mieux pour Seth Rollins de repartir avec le titre. Voyant les huées qu'essuie Roman Reigns depuis trop longtemps en fait. Donc c'est quelque chose qui a vraiment foutu les boules à tous les fans de la WWE de le voir gagner comme ça et enterrer AJ Styles juste derrière. C'était pas mérité. Roman Reigns, va falloir aussi qu'il nous sorte d'autres matchs que les habituels 4 prises qu'il nous sort à chacun de ces matchs parce que c'est chiant. Voilà, après ce sont deux catcheurs qui se connaissent très bien. On peut aussi avoir quelque chose de grandiose. Je m'attends pas non plus à avoir le match de l'année. Pour moi, le seul match qui m'intéresse vraiment, c'est AJ Styles et John Cena et le match Money in the Bank. Mais ce main event me fait un peu peur quant à Roman Reigns. Je pars plus sur une victoire de Seth Rollins et je vais m'arrêter là. J'en ai terminé avec les prédictions de WWE Money in the Bank. Vous le savez, je ne pourrai pas regarder le show en direct parce que ça va être un peu le dawa. Donc je vous ai mis mon programme. Mercredi, je tourne la vidéo. En fait, je l'ai tournée aujourd'hui, donc le mardi. Jeudi, sort de la vidéo. Je pars de la Haute-Savoie, je vais à Clisson. Ensuite, donc je passe tout le week-end au Hellfest avec Hailstorm, Hatebreed, Dropkick Murphys, Rammstein et Offspring pour ceux qui connaissent. Disturbed, Bad Religion, Primordial et Korn pour le samedi. Le dimanche, ce sera Dragon Force, Gojira, Megadeth, Slayer et les papas de Black Sabbath. Donc Money in the Bank aura lieu pendant que je terminerai le concert de Black Sabbath, donc ce sera déjà lundi. Lundi, donc après le festoche, je reviens de Clisson jusqu'en Haute-Savoie. Je dors une bonne partie de la journée de mardi. Je me prends une douche, je fais une répète, j'ai le concert le soir parce que c'est la fête de la musique. Et mercredi, j'ai rendez-vous avec mon chirurgien pour mon genou. Donc, ce qui fait qu'avec un peu de chance, je pourrais voir la vidéo mercredi, voir le pay-per-view, en rentrant le mercredi soir
mercredi après-midi de mon rendez-vous avec le chirurgien. Donc ce qui veut dire que si je regarde la vidéo, je devrais la tourner le jeudi. Si possible, je la monter et la sortir le même soir. Donc comme vous pouvez le voir, ça va me faire beaucoup de temps avant de pouvoir voir le show. Parce que j'ai une semaine ultra chargée. Sachant que je vais devoir regarder le pré-show 1 heure, le show 3 heures, plus Raw, je devrais boucler ça en 1 heure. La vidéo risquerait de sortir le jeudi, voire le vendredi. Donc vous étonnez pas s'il y a du retard. Je vais essayer d'éviter tous les spoils possibles pour ne pas me flinguer le match. Donc voilà, soyez patients, ça viendra, mais il faut vraiment que je me repose parce que ça va être une semaine ultra intense. Donc voilà. Je vous laisse avec Father of the Walls d'Amon Amarth, qui fait partie des groupes que je vais voir aussi ce week-end au Hellfest. Je vous souhaite un bon show, appréciez-le pour moi, pour ceux qui vont le regarder en direct. Je vous fais plein de bisous, profitez bien de l'été, et puis à tout plus, ciao ciao ciao.